Bonjour et bienvenue à tous. Donc je suis, Caroline Schepers et je vais prendre en charge, ce soir cet atelier, méthodo, consacré donc à la prise de notes. Alors, je me présente en deux trois mots. Donc, je suis docteure en langue et lettres, docteure en sciences de l'éducation et je suis actuellement responsable du centre de didactique du pôle académique de Bruxelles. Alors là-bas, je suis, chargée de recherche pour l'accès aux études et l'aide à la réussite. Alors j'ai une carrière un peu hétéroclite dans le sens où en fait j'ai travaillé 20 ans comme formatrice en haute école dans les catégories, pédagogiques et économiques. J'ai travaillé 5 ans également comme chargée de cours à l'université et puis j'ai travaillé un petit peu aussi comme chargée de cours en promotion sociale. Donc je connais, relativement bien l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse de l'enseignement universitaire ou des autres formes d'enseignement. Et depuis une vingtaine d'années également, donc je mène, toute une série de recherches, qui sont consacrées donc, à l'écrit, du primaire à l'université. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cet atelier et de travailler avec vous, durant les 2 prochaines heures. Alors l'atelier, auquel vous allez être, conviés, ben, va essayer de vous donner toute une série d'indications très générales pour soutenir votre travail. Alors évidemment, tous les éléments qui vont être évoqués avec vous ne doivent pas remplacer toutes les indications qui vous sont données par ailleurs dans votre institution. Mais l'idée, bien évidemment, c'est que, on partage différents éléments que vous puissiez vous approprier ultérieurement. Alors les objectifs de l'atelier étaient divers. Donc l'idée, c'était d'abord que vous preniez mieux conscience de vos pratiques habituelles. Donc c'était le sens du questionnaire que vous avez complété. Ensuite, l'idée, c'est qu'au thème de l'atelier, vous sachiez répondre, à ces différentes questions. Qu'est-ce que c'est prendre note? Qui prend note? Pour qui? Les questions ont l'air stupides, mais vous allez voir qu'elles ne le sont pas du tout et qu'en fait, elles impliquent, pas mal d'éléments. Prendre des notes, ben, pourquoi faire? Quand prendre note? Comment prendre note? Et que faire de mes notes au terme du cours? Alors au final, l'idée évidemment, c'est que vous ne repartiez pas avec toute une série de connaissances très théorique par rapport à ces questions-là, mais l'idée évidemment, c'est que d'un point de vue très pratique, vous soyez en mesure de modifier et d'améliorer votre pratique effective de la prise de notes. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez par exemple prendre connaissance du livre de Mireille Houard de l'université de Namur, Réussir sa première année. Euh, et donc, c'est un bouquin relativement généraliste, très méthodo, adressé aux étudiants de bloc 1. Alors, la question de la prise de notes est évoquée, mais pas que. Donc, vous avez toute une série de conseils, d'indications qui sont abordés par rapport à la prise de notes, mais aussi la mémorisation, la gestion du temps, le blocus, etc. Donc, pas mal de problématiques sont évoquées et elles le sont d'un point de vue extrêmement concret et pratique. Je pense que le bouquin n'est pas extrêmement cher et donc il est, édité par Debook. Alors par ailleurs, vous avez aussi un petit que sais-je sur la prise de notes qui est écrit par, Annie Piola, qui est vraiment une grande spécialiste de la question et qui a fait un petit bouquin très sympa et assez clair sur la prise de notes. Après, j'espère que les dialogues exposés ici, suffiront, mais voilà, si vous voulez un peu creuser, vous pouvez aller par là. Alors, qu'est-ce que prendre note? La prise de notes, c'est une démarche active d'enregistrement par écrit d'informations. Et la prise de notes, bah, c'est à la fois un produit fini, les notes que vous allez obtenir, et puis aussi tout le processus qui ont permis de les élaborer. Et en fait, les notes, elles ont un statut un peu hétérogène. C'est à la fois des copies, du brouillon, du commentaire, du résumé, des synthèses. Donc, c'est un petit peu tout ça à la fois. C'est un type d'écrit un peu particulier. Alors en fait, les personnes qui sont intéressées à la prise de notes, elles expliquent que la prise de notes, c'est un processus vraiment très compliqué et que c'est notamment une lutte contre l'urgence. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, le conférencier, le professeur, et cetera, la personne qui prend la parole, bah, elle parle très vite et parfois extrêmement vite avec un débit vraiment très, très rapide. Et donc vous devez prendre note et vous devez lutter constamment contre le temps qui passe et puis les mots qui s'enchaînent parfois extrêmement rapidement.
Alors le discours oral, en moyenne, ça correspond à 2 à 3 mots par seconde. Alors que quand vous prenez note et que vous êtes déjà un scripteur relativement habile, vous notez de 0,3 à 0,4 mots par seconde. Donc vous imaginez bien qu'entre les 2, vous avez une différence qui est vraiment, extrêmement conséquente. Et donc ça veut dire qu'entre le discours oral que vous «subissez» entre guillemets et les notes que vous prenez vous, il y a tout un travail d'écrémage des idées, que vous devez noter dans vos documents. Et alors, tout ce travail d'écrémage, ben, en fait, il suppose que vous ayez compris en profondeur ce qui vous est expliqué, ce qui est très compliqué. Vous devez hiérarchiser les idées qui vous sont, explicitées par les enseignants. Vous devez sélectionner les idées et vous devez élaborer aussi, toute une série de finalement de synthèses provisoires et donc ça veut dire que quand vous vous expliquez que la prise de notes, c'est compliqué pour vous, que ça va trop vite, que vous éprouvez des difficultés et cetera, ben, en fait, ça veut dire que c'est tout à fait normal parce que quand vous regardez tout ce que la prise de notes suppose, ça demande des compétences multiples et des compétences tout à fait complexes. Ça veut dire également que la prise de notes suppose des capacités attentionnelles tout à fait importantes. Il y a une vigilance qui doit être mise en place et qui doit perdurer au fil du temps. Ça veut dire également que ça demande des capacités mnémoniques vraiment importantes. Donc ça veut dire que vous devez mémoriser ce qui est en train d'être dit. Donc vous notez souvent ce qui vient d'être dit par l'enseignant. Alors donc votre main note ce qui a été dit il y a 5, 10, 15 secondes et puis en fait vous devez continuer à suivre le fil du discours. Donc si vous êtes étudiant en bloquant en haute école, qu'on est au mois de novembre et que c'est votre première inscription et que vous dites: «Voilà, moi je m'en sors pas très bien et je suis pas très confortable avec la prise de notes», ben, d'un côté, les infos que je viens de vous donner, elles sont quand même relativement rassurantes. Ça veut dire que c'est normal parce que c'est compliqué. Après ce qu'on va voir, c'est que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et je vais essayer de vous donner des astuces et des trucs un peu concrets qui permettent finalement de simplifier la vie. Alors c'est clair que la prise de notes, vous l'assumiez déjà quand vous étiez élève au secondaire et puis maintenant vous rentrez au supérieur et vous devez apprendre ce qu'on appelle le métier d'étudiant. La transition entre l'enseignement obligatoire et le supérieur, elle est très compliquée. Parce qu'en fait, au supérieur, les exposés, auxquels vous êtes confrontés, ils ont une densité beaucoup plus importante. Il y a beaucoup plus d'infos qui vont être, mise en circulation. Le rythme est beaucoup plus soutenu et puis aussi vous allez être confronté à des genres académiques neufs. Le syllabus, le rapport de stage, vous devez prendre connaissance de livres ou d'articles de vulgarisation ou d'articles scientifiques en plus du cours et donc tout ça fait que c'est extrêmement compliqué et donc si vous n'êtes pas à l'aise et que c'est difficile pour vous, ben, en fait, ce qui est rassurant de se dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là et qu'on est très conscient du fait que ce passage du secondaire au supérieur n'est pas évident pour les différentes raisons, notamment que je viens d'évoquer. Alors qui prend note? Ben, en fait, la question, elle paraît, vraiment crétine et en fait, il n'en est rien. Le La personne qui prend note, ben, c'est moi, c'est vous, c'est tous les étudiants, enfin, tous, on est appelés à prendre note dans différentes circonstances. Mais en fait, le noteur, bah, finalement, il va mettre en place une écriture privée et qui est inventée et élaborée par soi et pour soi et donc l'idée, c'est qu'en fait, vous devez, accélérer finalement la cadence de la prise de notes que vous mettez en place et l'écriture que vous utilisez, c'est une écriture qui est extrêmement personnelle, très peu codifiée, c'est-à-dire qu'il y a peu de code, peu d'obligations. Chacun fait un peu comme il veut ou comme il peut, ou comme il a appris ou comme il pense qu'il doit faire. C'est une écriture qui est peu conventionnelle et peu standardisée par l'école. Et donc ça veut dire qu'au départ du même cours, de la même conférence, ben, on peut arriver à des prises de notes extrêmement différentes et vous pouvez me donner 21 prises de notes, je pense qu'on est 21 pour le moment. Ben, en fait, vous pouvez faire 21 prises de notes qui vont être extrêmement hétérogènes et toutes pourront être, tout à fait pertinentes.
Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant et je sais que quand, j'étais étudiante à l'UNIF, bah, je brossais pas, je suivais les cours très scolairement, je prenais beaucoup de notes, et cetera et puis certains copains m'ont demandé des notes parce qu'ils avaient brossé, ils avaient pas pu être là et cetera et et en fait, souvent, ils me demandaient les notes, une seule fois, parce qu'en fait, je prenais note de façon tellement, personnelle par moi et pour moi, que les notes, moi, je les comprenais très bien, mais mes copains ne les comprenaient pas, tellement elles étaient saturées d'abréviations, de codes, de symboles, bizarroïdes et quand je reprenais mes notes parfois, 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard, bah, pour moi, c'était toujours transparent et je comprenais toujours ce que j'avais voulu exprimer. Mais par contre, c'était pas du tout transparent pour les personnes à qui je communiquais les notes. Alors la question c'est: «Est-ce que c'est grave?» Ben non, pas du tout, parce que quand vous prenez note, vous écrivez pour vous et donc cette écriture, c'est une écriture de soi, pour soi, c'est une écriture très intime, très personnelle, très singulière. A priori les notes, ben, on les communique pas. C'est en tout cas pas l'objectif, 1er et puis finalement, bah, chacun doit trouver les procédures qui lui conviennent à lui. Donc moi, je peux vous essayer de vous donner toute une série d'indications, de recommandations. Le truc, c'est vous, vous devez vous approprier tous les conseils qu'on peut vous donner, mais c'est chacun qui doit trouver son style, son système, vraiment ce qui lui convient et l'idée, c'est que au plus vous allez multiplier les prises de notes, au plus vous allez devenir compétent et vous devez vraiment trouver des stratégies, des routines qui vous conviennent. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de se dire: «Bah, les notes, je les fais pour moi et a priori pas pour les autres». Mais l'idée, c'est que si je prends note, le 20 septembre ou le 22 novembre, les notes, je dois pouvoir les relire le 15 juin et ça doit toujours être, clair, pour moi. Et donc il faut qu'il y ait un certain degré de lisibilité et de compréhension aussi par rapport aux notes que j'ai élaborées. Et donc ici, vous avez un scan avec un exemple de prise de notes et vous voyez quelque chose de très, très schématique. On voit que c'est une prise de notes extrêmement structurée avec, des choses qui ont été, numérotées et avec une structure qui apparaît en tout cas comme étant, fortement mise en avant. Donc ça, c'est un type de prise de notes, assez spécifique et quelqu'un d'autre qui aura assisté à la même conférence, au même cours, aura pu prendre note de manière, extrêmement différente et puis, bah, ce sera très bien, également et on voit déjà qu'il y a un effort pour structurer, hiérarchiser les infos, mais également aussi pour pointer les éléments qui vont apparaître comme étant plus importants que d'autres. Alors, quand on dit que c'est un écrit de travail pour soi, ben, vous voyez que c'est un peu brouillonné, c'est un peu cochonné, ça peut l'être encore, davantage. On pourrait mettre du fluo, de la couleur, encore plus d'annotations et cetera. Alors les notes, elles servent à quoi? En fait, la prise de notes, c'est un outil cognitif extrêmement puissant, qui permet de maintenir son attention, qui permet de stocker l'information. Donc il y a un rôle, pour la mémoire qui est extrêmement important. Ça permet de pré-traiter les informations. Donc bien prendre des notes, ça veut dire que vous mettez toutes les chances de votre côté ou beaucoup de chances de votre côté pour bien gérer ultérieurement lors de la bloc, lors de la session d'examen. Alors, prendre des notes, ça veut dire que vous favorisez le lien avec les connaissances antérieures que vous avez. Par exemple, demain, au cours de psycho, vous allez avoir un cours sur, la motivation, ben, l'idée, c'est toujours de se dire, «Tiens, le cours va porter sur la motivation. Moi, qu'est-ce que je connais de la motivation? Qu'est-ce que j'ai déjà vu? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais pas?» et cetera. Qu'est-ce que le prof va m'expliquer à mon avis? Alors ça permet de stabiliser vraiment très clairement l'information et de se dire: «Voilà, moi, je dois me souvenir de ça» et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça permet ultérieurement de se souvenir, d'évaluer, de résoudre, de prendre des décisions et cetera. Donc il y a beaucoup, beaucoup de fonctions qui sont concomitantes. Alors quand prendre note? Ben, en fait, la prise de notes, elle se gère, me semble-t-il, avant le cours. Pendant le cours, c'est évident, mais aussi après le cours. Donc vous aviez dit lors du questionnaire que finalement vous étiez pas si nombreux que ça à retravailler les notes par la suite et on va voir que c'est extrêmement important.
Alors, demain, par exemple, j'ai un cours de psycho, un cours de socio, un cours de droit et un cours d'économie. Ben, donc j'ai tous ces cours-là demain. Ben, ça vaut la peine, la veille, le soir, de reprendre les notes du cours précédent et de les rebalayer très rapidement, les relire, les retravailler éventuellement, et cetera. Et de se dire, bah voilà, le prof, il s'était arrêté là. Tiens, qu'est-ce qu'il pourrait nous raconter, par exemple, demain? Alors, c'est quelque chose qui, avec l'habitude, va être extrêmement rapide. Vous reprenez vos notes, vous les balayez très vite, et c'est un travail qui peut se faire en 3, 4, 5 minutes, me semble-t-il, pour chacun des cours. Donc, ça va très vite, mais c'est un travail qui va être précieux pour le lendemain, parce que ça va vraiment soutenir votre prise de notes. Alors pendant le cours, bah, comme je l'ai dit, le discours oral défile, parfois très vite, parfois il y a des dias, parfois il y a un syllabus, parfois il n'y en a pas. Et puis vous devez faire ce travail d'écrémage. Je ne peux pas noter tout ce que le prof raconte. Alors est-ce que c'est grave? Non, parce qu'en fait, une bonne prise de notes, c'est une prise de notes qui va déjà mettre en branle tout un travail de synthèse et d'écrémage, de condensation des informations. Donc prendre note, c'est déjà synthétiser. Et donc l'étudiant qui est stressé et qui n'est pas content parce qu'il ne dit pas tout ce que le prof a dit, bah, c'est un étudiant qui n'est pas dans le bon, parce qu'il n'a pas compris qu'en fait, la prise de notes, c'est déjà une manière de pointer ce qui est extrêmement important. Et donc prendre note, bah, ça suppose de dire, «J'ai compris ce qu'il raconte, je mets en avant les idées importantes, je fais une sélection d'idées et puis je fais des synthèses déjà partielles». Et donc ça veut dire, je travaille à fond mon intention, ma capacité de concentration et puis aussi ma mémorisation. Alors après le cours, donc bah, l'idée c'est de se dire, voilà, j'ai ma prise de notes brute, je vais relire mes notes. Est-ce que tout est toujours clair? Oui, non. Est-ce que je dois compléter? Est-ce que je dois annoter? Est-ce que je dois surligner? Est-ce que je dois fluorer? Est-ce que je dois faire un schéma? Par exemple, moi, je sais que je notais toujours, sur le recto des feuilles et pas sur le verso, parce que sur le verso, par exemple, je refaisais un schéma. Je notais, définition, machin truc bidule, et cetera. Je mettais des signaux, danger, parce que le prof avait dit que ça, c'était super important et qu'il allait interroger sur ce point-là. Parfois, je n'avais pas compris ce qui était expliqué et donc dans les notes, en verso, bah, j'allais noter une définition ou j'allais rechercher une information qui me paraissait pas claire. Donc l'idée, c'est qu'après le cours, il faut vraiment retravailler les notes qui ont été mises en place, mais il ne faut surtout pas renoter mot à mot ce qui a été fait. Parce qu'en fait, c'est une prise de temps totale. Ce que vous devez faire, c'est rechipoter dans les notes, les compléter éventuellement, rajouter de la couleur, mettre des titres, des intertitres quand il y en a pas. Mais les notes, elles doivent rester en l'état parce que, tous les étudiants qui, le soir, reprennent religieusement leurs copies et renotent, intégralement tout ce qui a été fait, mais en fait, c'est une perte de temps, ça ne vous sert à rien et refaire des belles phrases, bien rédigées, alors que vous aviez noté des verbes, des mots-clés, vous aviez supprimé les déterminants, et cetera, bah, c'est faire un travail inutile. Parce que quand vous allez mémoriser, vous allez déjà repartir des synthèses que vous avez faites au niveau de vos notes. Donc c'est pas grave si c'est cochonné jusqu'à un certain point. C'est pas grave si vous avez, barré tous les déterminants, que vous avez des mots-clés, et cetera. C'est justement tout l'enjeu du travail et c'est ça justement qui est extrêmement important. Alors quand prendre note? Bah, ici, vous voyez qu'on est déjà, si vous en rendez compte, bah, très, très loin dans le premier quadri et donc ça veut dire que ni vu ni connu, bah, les vacances d'hiver approchent très vite et en fait, vous savez que les vacances d'hiver, ben, ne sont pas des vacances, mais que c'est en fait la période au cours de laquelle vous allez, devoir préparer vos examens, qui en plus vont se passer très vraisemblablement à distance, donc dans des conditions un petit peu différentes. Donc qu'est-ce que vous êtes supposé faire maintenant à ce stade de l'année? Ben, vous êtes supposé assister à tous les cours, participer à tous les TP quand il y en a. Et puis ce que vous devez faire, bah, c'est prendre les notes le mieux possible,
Et puis la veille, retravailler un petit peu les notes comme je l'ai dit ou rebalayer et puis le soir au terme de la journée de cours et je sais que parfois on a eu 8 heures de cours, que c'est fatigant, que c'est crevant, on en a marre des écrans et cetera. Mais c'est vraiment important tout ce travail de mise à distance des notes et de retravail à l'intérieur de ces notes. Alors vous allez voir qu'au début, c'est super long, c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est difficile et cetera et puis en fait avec le temps, ben, c'est quelque chose qui va se faire de façon beaucoup plus automatique et ça va aller de plus en plus vite. Donc ça, je dois vraiment vous rassurer de ce point de vue-là. Alors pendant les vacances d'hiver, pendant la session en mai-juin, bah, qu'est-ce que je fais de mes notes? Ben, en fait, je idéalement, quand j'arrive à la bloc, ben, mes notes sont complètes. J'ai pas brossé les cours ou quand j'ai pas pu assister aux cours, ben, j'ai pu me procurer les notes, à droite à gauche. Ces notes sont complètes, je me les suis déjà un tout petit peu appropriées et là, ce que je vais travailler surtout, bah, c'est la mémorisation. Alors ce travail de reprise de notes, ça peut se faire en amont, chaque soir, mais ça peut se faire évidemment pendant le week-end. Le samedi ou le dimanche, je reprends mes notes ou alors les notes, c'est surtout en semaine et le samedi, le dimanche, bah, ça me sert surtout à faire les lectures, à faire les travaux de groupe, et cetera et cetera. Donc si vous regardez par exemple un calendrier pour une semaine, ben, c'est important de gérer de façon hebdomadaire son emploi du temps et de se dire, bah voilà, j'ai X cours le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, etc. Quand est-ce que je peux retravailler mes notes? Quand est-ce que je peux m'assurer de compléter mes notes, d'essayer déjà d'un tout petit peu les mémoriser? Et donc, il y a des périodes qui sont plus adéquates pour la reprise de notes que d'autres. Ça peut être le soir quand tous les cours sont écoulés, ça peut être en 2 cours, ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, en sachant qu'il y a un équilibre à trouver entre la gestion des notes et puis vos loisirs, tout ce que vous faites sur le côté, et cetera. Encore que les loisirs en ce moment, soient, plus que limités. Donc il faut essayer de bien réfléchir à son emploi du temps sur l'année, sur le mois, sur la semaine et sur la journée. Et la prise de notes et le travail autour des notes, c'est quelque chose qui, pendant les semaines de cours, doit vous occuper, assez longtemps. Même si les démarches vont être automatisées, c'est normal que ce travail autour des notes, soit relativement conséquent. Alors une question qui est évidemment tout à fait centrale et extrêmement importante et sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus, c'est la question de comment prendre des notes concrètement. Hem, Excusez-moi, oui, on peut vous interrompre si on a une question ou on attend la fin? bah, je pense que c'est intéressant effectivement qu'on s'interrompe là parce qu'on a déjà vu, toute une série d'éléments et puis là, je vais m'attarder un peu sur la question du comment, donc c'est très bien, je vous en prie, oui. Par exemple, nous, on a des langues, on a 4 langues à étudier. Comment prendre note pendant le cours, par exemple, d'anglais, parce qu'on n'a que des exercices à faire et c'est plutôt en autonomie, donc on ne voit même pas la prof, elle est là juste pour des questions, donc en conclusion, on n'a pas de notes hein, pour les langues ou je ne sais plus. Oui, donc ça effectivement, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est un cas de figure. En fait, vous avez énormément de cours de langue et l'essentiel du cours de langue, bah, il s'avère, manifestement qu'ici, c'est beaucoup, résoudre des exercices, et cetera. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des notes? Bah, déjà, ce qui est important, c'est que tous les exercices soient réalisés. Maintenant, moi, je pense que ça ne s'arrête pas là. Je pense que ce qui est important d'ajouter dans ce cas-là, c'est par exemple, les exercices que vous avez bien réussis. Donc de noter d'une manière spécifique un petit V vert ou je n'en sais rien, en disant: «Ben, ça c'était OK, j'ai fait sans difficulté». Pointer en rouge ou je ne sais pas quoi, ce qui a posé problème et pourquoi. Parce que même les enfants à l'école primaire, on voit bien, ils sont souvent dans la logique, «Ah j'ai eu faux donc je dois corriger, je dois barrer et je dois faire une belle réponse». Et moi je trouve que pas du tout. L'idée c'est plutôt de se dire: «Je vais garder dans mes notes la trace du fait que je me suis plantée et qu'il y avait une erreur». Parce que du coup, quand vous allez réétudier au mois de janvier ou au mois de juin, c'est un indice qui vous fait dire: «Attention, ça, ce point-là, à l'époque, je maîtrisais pas super bien et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être retravaillé».
Alors moi, ce que je ferais aussi pour un cours dans ce cas-là, c'est par exemple noter les questions que vous posez. C'est par exemple se dire: «Ce point de grammaire-là en anglais, il est vachement compliqué et du coup, je vais rajouter en commentaire sur un post-it en face, enfin bref, je vais prendre des indications qui me permettent de dire, que la règle, elle est celle-là et qu'en fait, cette règle-là me permet, de résoudre telle ou telle tâche». Donc même quand on est confronté à un cas de figure comme ça, en fait, cette prise de notes, au-delà du fait de compléter l'exercice de manière un peu scolaire, ça peut se faire de cette façon. Alors parfois, vous avez des syllabus extrêmement, complets, explicites et dans ce cas, on se dit: «Bah, ça n'a pas de sens que je prenne note, ça ne sert à rien». Dans ce cas-là, en fait, ce que vous allez plutôt faire, c'est, prendre connaissance du syllabus en même temps que l'enseignant et c'est vrai que certains enseignants, en fait, ils ne font entre guillemets que lire leur syllabus ou que lire leur DIA et dans ce cas-là, on va peut-être se dire: «Bah, moi les DIA, le syllabus ou quoi, je veille bien à l'imprimer» et en fait, ce que je vais faire, c'est retravailler à fond les documents, c'est-à-dire me l'approprier en fleurant, en mettant des couleurs, en mettant des signaux danger. Ça, c'est important, en mettant des signaux: «J'ai pas compris, ça je dois demander à mon copain, ça je dois aller chercher la définition». Et donc l'idée, c'est que vous devez vraiment triturer, travailler, vous approprier de façon très matérielle et très concrète le document. Beaucoup d'étudiants sont dans un rapport très révérencieux au papier. Le prof a donné un article, il a donné un texte, donc ça, c'est dans le cas de figure idéal où le prof est dans la classe avec les étudiants, enfin vous avez compris. Et souvent, les étudiants, ils considèrent l'article comme si c'était un objet, tout à fait sacré sur lequel enfin qui devait être, qui devait rester totalement immaculé. Alors qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est pas, cochonner le document, on est bien d'accord, mais en fait, vous allez vous approprier beaucoup mieux et beaucoup plus en profondeur le document si vous allez triturer le document, c'est-à-dire mettre du fluo. Quand il y a une structure qui est un petit peu implicite, vous allez mettre dans la marge 1, 2, 3. Vous allez vous rendre compte qu'entre l'idée 1 et l'idée 2, il y a une idée de conséquence. Qu'entre l'idée 2 et l'idée 3, il y a un lien d'opposition. Et là, par exemple, vous allez utiliser par exemple des symboles mathématiques en mettant en parallèle, c'est une comparaison, les deux triangles pour dire ça c'est une opposition, donc une contradiction, des flèches, cause-conséquence, etc. Donc il y a vraiment tout un travail d'appropriation à faire par rapport à ça. Et quand vous avez des DIA, par exemple, ou un syllabus extrêmement explicite, l'idée, c'est de se dire que vous allez noter aussi, s attention, ça le prof, il a dit qu'il allait demander. Ça, c'est un tuyau d'examen. Donc ce sont des cas de figure où la prise de notes, elle est finalement extrêmement réduite. Mais alors ce que vous devez faire, c'est toute une série de notes complémentaires. Ça peut être mettre, des post-it, pour restructurer le document et cetera. Mettre des post-it pour la structure, des post-it pour pointer les idées compliquées, pour pointer des ajouts d'informations et donc on peut se retrouver face à des cas de figure très différents et la question, c'est de se dire, «Est-ce que le prof fait un exposé? Est-ce que ce sont les étudiants qui le font?» Ça peut arriver très souvent. Est-ce que j'ai un syllabus? Oui, non. Est-ce que j'ai dit DIA? Oui, non. Les DIA ou les syllabus sont-ils extrêmement complets? Oui, non. Est-ce que je dois faire des lectures supplémentaires? Oui, non. Donc toutes ces questions-là, il faut se les poser à chaque fois et en fait, on adapte la prise de notes au cas par cas et quand vous avez dit majoritairement que votre prise de notes, elle était très similaire d'un cours à l'autre, si tous les cours sont très similaires ou identiques, oui. Si les cours sont très différents, moi je dirais que votre prise de notes, elle doit s'adapter au cours qui est en train de se dérouler. Voilà. J'espère avoir répondu. Je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question Merci. supplémentaire. Ça va? Je peux enchaîner? Madame, Oui, vous aviez dit que, qu'il fallait pas enfin si, qu'il fallait retravailler ses notes, mais pas les retranscrire ou quoi oui, oui. et du coup, vous conseillez d'étudier dans ces notes ou et de du coup, de ne pas étudier dans une synthèse? Hem, alors quand je dis qu'il ne faut pas recopier ses notes, ça veut dire que
Hem, mmh, donc moi, j'ai fait les romanes au départ, et j'avais toute une série de copines qui le soir passaient énormément de temps, 2 à 3 heures, à recopier religieusement toutes leurs notes et donc elles supprimaient les abréviations, elles faisaient des belles phrases et cetera. Donc là, elles faisaient le travail inverse finalement et on était dans le recopiage pur et simple des notes. Alors sauf que c'est une stratégie qui prend énormément de temps. Les étudiantes, elles aimaient bien ça parce qu'elles prenaient, elles retravaillaient les notes, c'est quand même pas extrêmement compliqué et en fait, c'est une stratégie qui permet de se donner bonne conscience. «Ah, hier, j'ai passé 3 heures à retranscrire mes notes, ça m'a pris du temps, j'ai beaucoup travaillé, donc je vais réussir». Mais en fait, c'est pas ça l'idée du tout. Le travail qui doit être fait le soir, c'est pas un travail de recopiage en tant que tel. Vos notes, idéalement, elles doivent être aussi complètes que possible et aussi lisibles et aussi compréhensibles que possible. Mais le travail qui doit être fait le soir, c'est quand vous avez un passage qui est un peu foireux parce que le prof a été un peu vite, à un moment donné, vous avez décroché 5 minutes et ça arrive à tout le monde, moi la première. Bah là, vous laissez un blanc, par exemple et là, vous allez appeler un copain ou quoi, vous allez lui dire, «Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? J'ai perdu le fil». Donc là, on va recopier, on va compléter, mais ce qui vous est demandé plutôt de faire le soir, c'est un travail de compréhension en profondeur des notes et si vous regardez vos notes et que vous dites: «Ben, ce passage-là, j'ai vraiment pas capté», bah, là, c'est un signal d'alerte qui doit vous dire: «Pour le prochain cours, je vais interroger le prof». En école, en fait, c'est quand même des choses qui se font beaucoup plus qu'à l'UNIF, ou je vais demander à un copain ou quoi que ce soit. Ou alors ce que vous devez faire, c'est effectivement élaborer une synthèse. Vous allez faire un schéma, une carte conceptuelle, vous allez, faire une synthèse vraiment de ce que vous avez, noté. Vous allez rajouter une définition et cetera. Alors la question, c'est de se dire, «Qu'est-ce que je dois étudier finalement? Les notes que j'ai prises, ou les synthèses que j'en ai faites?» Moi, j'aurais envie de dire les 2. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a une mémorisation qui doit se faire, qui doit être plutôt, globale et schématique. Vous allez reprendre les idées les plus importantes, les mots-clés, les parties importantes et vous devez avoir ce travail de vue d'ensemble qui doit être fait. Mais ce que vous devez faire aussi, c'est à partir des mots-clés et des grandes structures, des grands axes, des grands éléments du plan, vous devez être également capable de déplier tous ces éléments-là comme un éventail, comme un accordéon. Et donc, ce que vous allez étudier, ce sont vos synthèses, mais derrière la synthèse, tout dépend du degré de contraction que vous avez mis en place et donc vous devez être capable quand même de déplier toute une série d'éléments, en sachant que souvent ce qui est attendu, c'est pas forcément du par cœur, mais c'est que vous ayez compris le concept, que vous pouvez reformuler extrêmement différemment, pour autant qu'il n'y ait pas une déformation de ce qui a été dit. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut une mémorisation du plan, de l'ossature de l'ensemble et puis une connaissance beaucoup plus fine aussi du détail, en sachant que sur un cours de 30 ou de 45 heures, derrière lequel il y a parfois un syllabus de 150 pages, un livre à lire et vos prises de notes qui peuvent faire jusqu'à 82 pages, c'est clair que vous n'allez pas mémoriser tout ça. Ce que vous allez mémoriser sont des éléments de synthèse, les éléments les plus importants. Mais si on vous pose des questions de compréhension fine ou si on vous invite à déplier les éléments que vous avez donnés, bah, vous devez être capable de le faire également. Et au-delà des définitions de quoi que ce soit, souvent la restitution par cœur n'est pas exigée ou n'est même pas souhaitable du tout. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment une appropriation en profondeur de la matière. Voilà. Ça va? Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que je peux enchaîner? OK. Alors Ah on oui. va voir, la question du comment prendre note qui est vraiment la plus importante évidemment. Donc tout l'enjeu de la prise de notes, c'est produire le moins de traces graphiques pour écrire le plus vite. Donc en gros, c'est en dire beaucoup avec très peu d'éléments graphiques. Donc écrire très peu, mais pour que derrière, il y a beaucoup d'idées derrière. Alors ce qu'on a vu, c'est que l'adulte, il va utiliser beaucoup de procédures pour, resserrer l'écriture au niveau du vocabulaire, de la syntaxe, donc la construction des phrases et au niveau de l'ensemble des idées.
Alors ici, vous avez un exemple qui montre que, les mots vont être, particulièrement abrégés. Donc là, ce qu'on travaille, c'est le vocabulaire. Donc dans les 2 possibilités, dans tous les départements de l'université, mais de façon individuelle et chaque année. C'est difficile, ils perdent beaucoup d'énergie à aller d'un bureau à l'autre, et cetera. Et donc là, ce que vous voyez, c'est plein de stratégies différentes pour abréger les mots. Donc dans, on prend la première, la dernière lettre, les 2, on met le chiffre, possibilité, on va abréger, après poste, univ, on va mettre univ. Moi, je mets U, par exemple, pour U, pour université, parce que c'est quelque chose que j'utilise, énormément. Beaucoup, on va supprimer les voyelles et donc vous avez plein de stratégies, différentes avec des flèches, et cetera, qui permettent finalement d'abréger, toute une série d'éléments. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est remplacer, pas forcément abréger, mais remplacer des éléments, des mots ou des éléments de syntaxe, par exemple par des symboles mathématiques. Donc il existe, qui est bien connu. Hem, Qu'est-ce que vous avez sinon? Oui, vous avez, les tirets où on se dit: «OK, là, ce que je mets en place, c'est une liste» et vous avez aussi une façon de gérer la feuille, qui est de montrer que je n'utilise pas forcément ma feuille de haut en bas et en format, vertical, mais que ça peut être en format paysage et tous ces éléments de changement que je vais mettre en place vont avoir une signification. Donc, par exemple, le mot créate qui va être souligné, on comprend que s'il est souligné 2 fois, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, toute une série de phénomènes concomitants vont être utilisés pour mettre en avant, des éléments jugés, significatifs. Alors, autre élément aussi, moi personnellement, j'ai du mal à comprendre comment on peut mettre en place une carte conceptuelle pendant un cours. Certains y arrivent, mais je pense qu'ils ne sont pas, forcément très nombreux. Les cartes conceptuelles, en revanche, pour moi, sont extrêmement intéressantes quand justement vous retravaillez vos notes, le soir, le week-end ou pendant le blocus. Pourquoi? Parce que les cartes conceptuelles, elles permettent vraiment à la fois de pointer les concepts importants et puis aussi de mettre en relation les concepts les uns avec les autres. Et donc arriver à faire une bonne carte conceptuelle au départ de son cours, c'est quand même quelque chose de terriblement compliqué et c'est quelque chose qui peut être extrêmement soutenant. Parce que parfois, mémoriser un cours, ça peut se limiter, entre guillemets, à très bien connaître la carte conceptuelle qui est devant vous et en sachant que vers 15, qui veut dire je ne sais pas quoi du tout, vous avez le mot vers 15, vous l'avez retenu et à partir de ce mot vers 15, vous allez pouvoir blablater et expliquer, tout ce qui est, à développer derrière ce concept-là. Et donc moi, je me souviens qu'à l'UNIF, ça m'arrivait régulièrement de retenir des suites de mots sable, château, je ne sais plus quoi. Et puis en fait, le mot sable était extrêmement intéressant parce que le mot sable permettait de montrer tel ou tel phénomène d'évolution linguistique, enfin je ne sais plus. Château, c'était à cause de l'accent circonflexe, enfin bref. Et donc moi, je retenais dans ma tête sable, château, machin, truc, bidule et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière le mot sable, je savais finalement tout le développement que je devais expliciter derrière. Et alors ici, vous pouvez, comparer 2 prises de notes qui ont été effectuées par, 2 noteurs, différents. Vous voyez qu'il y a des phénomènes qui sont semblables, mais vous voyez qu'il y a aussi des phénomènes qui sont différents. Par exemple, à gauche, on a quand même quelque chose qui reste très écrit, avec beaucoup de mots qui certes vont, être accompagnés de symboles mathématiques qui vont être soulignés, mais à droite, on a déjà un travail, assez différent où la structure apparaît comme beaucoup plus évidente. On va pointer vraiment des éléments et on a un effet, liste, beaucoup plus marqué, en fait. Alors laquelle de ces prises de notes est la meilleure? En fait, aucune. Elles sont toutes les 2 extrêmement intéressantes. Le tout, c'est que ça permette à la personne de retravailler ultérieurement de façon adéquate.
Alors, quand vous prenez note, on peut avoir une attitude qui est un peu, à l'extrême, sur un même continuum. Alors quand vous notez, à un moment donné, vous pouvez dire: «Oui, mais attention, là, je veux vraiment être vigilant et me dire que ce qui me tracasse le plus, c'est la compréhension de ce que le prof va expliquer». Et donc en fait, l'idée, c'est que je vais vraiment arrêter de noter ou écrire très peu, mais ce que je vais faire le plus possible, c'est m'employer à comprendre ce que le prof a dit. Donc là, c'est un extrême. L'autre extrême, c'est l'étudiant qui note, qui note, qui note comme un fou, mais en fait, il comprend rien et il essaye même pas de comprendre. Il est occupé à noter le plus possible, de manière aussi exhaustive que possible, mais l'étudiant ne traite pas les informations. Alors idéalement, comme vous l'avez compris, ce qui est, à privilégier, c'est une attitude un petit peu, intermédiaire. C'est-à-dire que simultanément, je dois essayer de comprendre et puis de transcrire. Alors cela dit, moi ça m'arrive, des tas de fois parce que je suis malade, parce que je suis fatiguée, parce que j'en ai marre, parce que le conférencier va vraiment super, super, super vite. Parfois je note, je note, je note, et puis je me dis: je verrai bien après, ce qu'il en ressort». Donc parfois on n'arrive pas à trouver ce juste équilibre et parfois on voit qu'on est sur un concept, super compliqué et on se dit: «Attends, là je vais arrêter de noter et ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de comprendre ce qu'il m'explique et si j'ai bien compris, en fait, c'est quelque chose que je vais retenir et puis je prendrai note ultérieurement». Donc là, ce que je vous explique, c'est des situations finalement un petit peu idéales. L'idée, c'est de trouver le juste milieu, mais ce juste milieu, on n'y arrive pas. Et en sachant que, voilà, moi j'ai été étudiante longtemps, je ne le suis plus depuis un moment. La prise de notes, c'est une compétence qui se travaille toute sa vie. Et il y a des jours, on en a ras-le-bol et on n'est pas, super performant. Donc il faut être très, décomplexé par rapport à ça. Il y a vraiment des tas de moments où en fait on fait ce qu'on peut et où c'est déjà, vraiment très, très bien. Alors l'idée en fait pour arriver à juste milieu, c'est qu'il faut vraiment automatiser des procédures abréviatives pour être vraiment plus efficace. Et plus on prend note, plus on a automatisé des démarches qui nous conviennent, mais en fait la prise de notes, elle va être très fluide et ça va aller tout seul. En bloquant en premier quadrille, c'est quand même pas évident du tout, mais si vous travaillez bien régulièrement, en bloc 2, après ça va être beaucoup plus fluide, au deuxième quadrille aussi, enfin voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que la prise de notes doit être un peu automatique et du coup, l'attention que votre cerveau n'accorde plus à cette prise de notes, le cerveau va l'accorder à votre attention, à votre capacité de rester bien attentif par rapport à ce qui est dit. Alors je propose de mettre en route donc cette vidéo qui dure 5 minutes et où, une, conférencière, qui travaille en France vous donne quelques conseils extrêmement concrets et pratiques pour prendre note. Alors, j'espère que la vidéo va passer correctement. Pour beaucoup, les notes sont la trace des informations captées en cours, mais elles peuvent être beaucoup plus, en s'appuyant sur les 3 principes des sciences de l'éducation. 1. La prise de notes est la première étape du processus d'apprentissage. Elle aide à la compréhension des concepts présentés et elle contribue à la mémorisation. Il est donc indispensable de développer une méthode de prise de notes efficace. La pratique la plus répandue est la méthode littérale. Je note tout le discours de l'enseignant. Au lycée, les enseignants adaptaient le rythme de leur diction pour que vous ayez le temps de tout noter. À l'université, il n'en est rien. Ils parlent normalement, ce qui correspond à un débit moyen de 150 mots par minute. Or, on écrit avec un débit moyen de 25 mots par minute. On ne peut donc prendre qu'un mot sur 6. Donc, même en s'entraînant, il est impossible de noter mot à mot. La bonne nouvelle est que les études montrent que cette prise de notes littérale est moins efficace qu'une prise de notes intelligente. Intelligente dans le sens qu'elle sollicite d'ores et déjà votre intelligence et vous plonge dès le cours magistral dans le processus d'apprentissage. Ce cours a pour objectif de vous donner les critères d'une prise de notes intelligente et de vous aider avec 2 méthodes innovantes, le système Cornell et les mind maps.
4 critères définissent une prise de notes intelligente. La prise de notes doit être structurée. C'est sur la structure que vous allez ajouter les nouvelles informations. La prise de notes doit être synthétique. Il ne s'agit pas de perdre du temps à noter tout ce qui est dit, au risque de prendre du retard, mais de résumer le cours à l'essentiel. Ce qu'il faut noter, ce sont les concepts, les définitions, les formules, les exemples et les schémas. La prise de notes doit être personnelle. Pour enregistrer un nouveau contenu, le cerveau s'appuie sur le champ de connaissances existant. Il va repérer les liens logiques avec les informations déjà présentes et créer un nouveau circuit neuronal qui vous permettra de retrouver cette nouvelle information. Il est donc important de reformuler avec vos propres mots. En somme, prendre des notes consiste à structurer, résumer et reformuler le discours de l'enseignant. Le dernier et 4e critère est que la prise de notes doit être écrite au stylo plutôt qu'à l'ordinateur. Pour de nombreux étudiants, prendre ses notes à l'ordinateur semble être une excellente alternative au papier et stylo. Et pour ceux qui ont une écriture difficile à relire, elle le reste. Mais pour tous les autres, selon une étude très récente à l'Université de Los Angeles, la prise de notes au stylo donne de meilleurs résultats. Prendre ses notes à la main fait appel à la mémoire du geste, dite mémoire kinesthésique. De plus, l'ordinateur et ses infinies possibilités détournent facilement l'attention. En permettant de réorganiser ces notes ultérieurement, le cerveau ne se donne plus la peine de reformuler, résumer et structurer. Vous perdez le bénéfice de ce temps précieux du cours en amphi pour commencer pleinement à apprendre. Concrètement, ça donne quoi une prise de notes intelligente ? Le système Cornell que nous vous présentons est inspiré d'un système de prise de notes très répandu dans les universités anglophones. Élaboré dans les années 50 par un enseignant de l'université du même nom, le système Cornell s'appuie sur une structuration de l'espace de la page de cours. Nous y avons ajouté le plus des neurosciences. Regardons ensemble à quoi cela ressemble. La page est structurée en 4 parties. Une première partie en haut de page pour noter les références du cours, le nom de la matière, le chapitre, le prof, la date. Une deuxième partie sur la droite concerne à proprement parler les notes du cours. La troisième, sur la gauche, sert à noter les éléments clés, les titres, les concepts et les signaux de l'enseignant. La dernière partie, en bas de page, servira à noter un résumé de la page. Pourquoi c'est plus efficace et comment procéder ? C'est efficace parce que cette page avec ses cases invite le cerveau à agir bien plus qu'avec une page blanche. L'espace en haut sert de repère permanent pour votre cerveau. Il sait où il devra ranger l'information. La colonne de droite, avec son espace restreint, oblige à prendre des notes synthétiques. On ne garde que les mots qui sont importants, les mots-clés. Ils représentent 20% du nombre, mais ils détiennent 80% du sens. C'est ce qui reste quand vous enlevez les formulations de langage, les « en effet », les « bien sûr », les « on dit ». De même, les agents de liaison seront remplacés par des flèches et des symboles. Vous pouvez remplacer certains mots par leurs abréviations ou des dessins. C'est plus rapide et cela active la mémoire visuelle très puissante. La colonne de gauche permet de faire apparaître la structure, l'essentiel du cours. C'est là que vous notez les définitions, les concepts, les formules et les signaux de l'enseignant. On appelle signaux les éléments verbaux ou non verbaux de l'enseignant qui nous renseignent sur l'importance du point qu'il est en train d'expliquer. Là aussi, plutôt que les mots, utilisez des symboles, comme le point d'exclamation pour « attention » ou le cœur pour apprendre par cœur. Plus tard, vous allez relire activement ces notes. Vous soulignerez l'important et vous rayerez l'inutile. Il ne faut garder que ce qui est réellement indispensable. Enfin, vous résumerez le contenu de la page en une phrase. Cette phrase sera importante dans le processus de mémorisation. L'autre point fort de ce système est de permettre de se tester facilement. Vous prenez une feuille vierge, vous la placez sur la colonne de droite et vous récitez de mémoire le cours en vous aidant dans un premier temps des indices de la colonne de gauche. Si vous butez, relevez la feuille et en pratiquant plusieurs essais-erreurs, vous apprenez votre cours plus efficacement qu'en relisant vos notes passivement. Une autre méthode de prise de notes très en vogue chez les anglo-saxons est le mind map. On traduirait littéralement par carte de l'esprit. En français, on parle généralement de carte mentale. C'est une méthode visuelle, originale et très puissante. On la doit à un chercheur australien, Tony Buzan. L'idée lui est venue pendant ses études de médecine. Il devait faire face à une quantité énorme de connaissances et il a cherché à comprendre comment il pouvait optimiser les capacités de son cerveau. La mind map présente l'information de façon radiale, par analogie aux circuits neuronaux de notre cerveau. Elle suit le cheminement de notre pensée par association d'idées.
Elle est plus organique que la prise de notes linéaire que l'on nous a appris. Pour comprendre le concept, il faut le tester. C'est l'exercice créatif Mind Map. Vous y accéderez en cliquant sur le bouton exercice créatif à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous invite à conclure provisoirement ce chapitre avec la 4e clé. Apprenez un des 2 outils de prise de notes. Réussir, ça passe par une prise de notes intelligente. Voilà. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à la vidéo qu'on a vue? Et vous avez vu que dans la vidéo, la question de l'écriture manuscrite ou de l'écriture sur ordinateur a été tranchée de façon relativement claire. Voilà, je vous écoute. Moi, je trouve qu'on a quand même appris certains trucs que j'irai voir. J'ai eu le temps de noter mind map et tout ça. Oui. Mais ça dit un peu le contraire de ce qu'on m'a dit la semaine passée. Donc, Oui, c'est vrai que j'ai tendance à mieux retenir quand j'écris à la oui. main, mais quand j'écris à la main, je suis trop lent, j'ai l'impression. Ah Donc, on oui. m'avait conseillé vraiment de synthétiser déjà une première partie via PC. Je sais pas si la génération smartphone que nous sommes fait que je retrouve plus facilement les lettres, mais c'est vrai que quand j'ai du brouillon, des tonnes de feuilles de brouillon, à la fin, j'ai un peu la flemme de renoter le tout au propre. Oui. L'idée, c'est que Donc je suis un peu mitigé. les prises de notes, finalement, quelles qu'elles soient, même s'il y a toujours un peu des aléas du cochonnet, etc., c'est que ça n'empêche pas finalement une relecture fluide et une mémorisation aisée. Maintenant, le gros danger, c'est en fait l'excès. Et donc, ce sont les étudiants qui, par exemple, vont reprendre leur ordinateur et faire des synthèses magnifiques, mais vont investir beaucoup de temps et d'énergie dans la mise en page, le choix des couleurs, le fait justement de refaire des phrases, alors que justement, c'est bien de garder les mots-clés, etc. Il faut que tout ce travail de remise en forme et de remise en page ne se fasse pas au détriment de la compréhension en profondeur de la matière et de sa mémorisation. Alors chacun, on a tous un peu des points forts et des points faibles, mais dites-vous que l'objectif, c'est pas de faire un manuscrit du Moyen-Âge merveilleux qui sera exposé en bibliothèque. Le tout, c'est que vos notes soient suffisamment compréhensibles et gérables et appropriables pour pouvoir être retravaillées par la suite. Mais vous ne devez pas investir cette énergie au profit de la mise en page et au détriment de l'appropriation en profondeur de la matière. Parce que moi, je peux tout à fait être capable de passer 3 heures à recopier le bottin de téléphone, je ne l'aurais pas retenu pour autant. Donc voilà, c'est un juste équilibre à trouver. Je vois. Peut-être une autre réaction? Si possible. Oui. En ce qui me concerne, j'adore prendre des notes à main. Je ne sais pas, je trouve un plaisir de le faire. Oui. Je comprends toujours mes notes et je pense que je vais même plus vite qu'avec les notes prises sur l'ordinateur. Je n'ai pas encore l'habitude de prendre notes sur l'ordi. Quel est votre avis? Comment on peut être plus efficace pour gagner du temps et garder quand même les idées en tête? Mais moi, j'ai exactement le même profil que vous. En fait, j'aime beaucoup utiliser l'ordinateur pour écrire un mail, pour écrire un texte Word, concevoir des dias, etc. Mais je serais totalement incapable de suivre un cours ou une conférence et de prendre note à l'ordinateur parce que déjà, moi, j'ai mes stratégies extrêmement bien rodées de code mathématique, d'abréviation, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas à l'ordi. Parce que je trouve qu'une feuille, je la mets format vertical, format paysage, je prends une couleur, une autre, etc. Et je sais que je peux faire un schéma, une carte conceptuelle, je peux faire un rond, un rectangle, je peux onduler en dessous de tel mot, etc. Et ce sont toutes des choses que je sais faire techniquement avec l'ordinateur, mais pas dans la simultanéité du cours qui est en train de se dérouler.
Alors après, moi, j'ai parfois été fascinée par les étudiants, notamment à la haute école et qui arrivaient de façon, totalement bluffante à faire, tout ce que je viens d'expliquer sur l'ordi de manière extrêmement propre et rapide et efficace et tant mieux s'ils y parviennent. Après, comme la dame l'explique et comme d'autres recherches l'ont montré, le fait que la main fonctionne et soit en train de noter différents éléments, apparemment, il y a quand même un lien, des connexions qui se font entre la main et le cerveau, quand on écrit de façon manuscrite et en fait, on fait fonctionner ce qu'on a dit tout à l'heure, la mémoire kinesthésique et donc il y a une mémorisation, une imprégnation beaucoup plus profonde quand on écrit à la main que quand on écrit à l'ordinateur. Après, si vous êtes beaucoup plus performant à l'ordinateur, à vous de fonctionner de la façon que vous jugez la plus adéquate, mais si vous voulez vraiment une réponse un peu assurée, privilégiez plutôt la notation à la main et ce que vous expliquez me paraît tout à fait positif et n'incite pas en fait à se remettre en question. Donc gardez bien ce qui fonctionne, il n'y a pas de raison de se remettre en cause. Un grand merci, ça me va très bien. Oui, C'est j'imagine. excellent. Oui, je le sens comme ça aussi. Ben oui, et en fait, le truc, c'est qu'il faut le sentir. Si on ne le sent pas, il ne faut pas le faire. Et la prise de notes du copain, elle peut lui convenir parfaitement. Ce n'est pas votre truc, bah, vous faites autrement, ce n'est pas grave. Et moi, je vais vous donner toute une série d'astuces. Bah, il y a des choses que vous allez prendre, d'autres pas. Vous allez faire un peu le tri, vous allez faire des essais et des erreurs, et c'est comme ça, en fait, qu'on apprend. Et la prise de notes que j'ai maintenant, moi, bah, elle n'est pas la même que celle que j'avais il y a 5 ans ou il y a 20 ans, et probablement que dans 5 ans ou dans 10 ans, ma prise de notes sera encore différente. Donc l'idée, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de souplesse, et l'idée, c'est on fait comme on peut, au moment où on peut. Donc il n'y a pas de souci du tout par rapport à ça. Alors, pour gagner du temps, notamment, j'ai mis quelques exemples, mais vous en connaissez plein. L'utilisation des symboles qui peuvent être divers et variés. Attention, le petit symbole égal à, les maths sont extrêmement utiles pour différents phénomènes, plus ou moins, vous voyez, pourcent, etc. La question qui a été soulevée par Pierre Bourdieu, etc., vous mettez là, point d'interrogation, soulevé par PB, enfin je ne sais pas quoi. Et donc l'idée, c'est de contracter, jusqu'à ce que ça reste tout à fait compréhensible, mais pour aller vite et pour noter l'essentiel. Alors, les mots en sion qui sont extrêmement fréquents en français, qui sont extrêmement embêtants parce qu'ils sont souvent à rallonge, vous pouvez mettre le petit zéro suscrit. Moi, je mettais le θ grec, qui est la lettre grecque θ, qui est souvent utilisée aussi. Les ou, nous qui devient un S, pouvoir qui devient un PVOIR. Toujours, etc. Ça, ce sont des mots qui sont extrêmement récurrents. Ce sont des mots que vous devez absolument abréger. Et alors, vous avez toutes les abréviations faciles, c'est-à-dire, comment, dans. Ce sont des mots qui reviennent tout le temps. Définition, par exemple, vous pouvez mettre def ou def. Et vous pouvez choisir, par exemple, d'entourer le mot def pour pointer que, tiens, dans la page 38 de mes notes, il y a 4 définitions. Donc, vous pouvez vous choisir des petits codes sympas qui permettent de mettre en évidence l'un ou l'autre élément. Alors, que faire de mes notes au terme des cours ? Donc, moi ici, j'ai pris les notes au sens vraiment très large et j'ai pris aussi les notes telles que données par l'enseignant. Et donc ici, ça peut être un article ou un extrait de syllabus. En fait, moi, pour préparer l'atelier d'aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé et donc j'ai relu toute une série d'articles. Voilà ce que j'ai fait. Et donc, au lieu d'être dans un rapport très révérencieux avec l'article que j'avais imprimé, j'ai chipoté énormément dans l'article. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? L'objectif, par exemple, j'ai entouré.
parce que voilà, ça c'est important. Quand l'auteur dit l'objectif de cet article, c'est de... Alors, j'ai fluoré en jaune les infos qui étaient importantes et j'ai fluoré en bleu les noms d'auteurs, par exemple. Donc là, vous pouvez choisir des codes différents. Je mets tel élément dans telle couleur, tel autre une autre couleur, etc. Quand ce sont des exemples, ben je mets je souligne. J'ai pointé en jaune parce que c'était des exemples, certes, mais ils apportaient vraiment des choses extrêmement importantes. Alors, j'ai mis un petit signal danger pour une idée importante. Alors, j'ai mis, on annonce 3 niveaux de structuration, j'ai mis 1, 2 et 3, parce que la structure, elle apparaît pas super clairement. Moi, je la mets plus en évidence. Et puis, j'ai mis une flèche parce qu'il y avait un lien de cause à conséquence entre l'idée A et puis l'idée B. Alors, c'est un exemple et voilà. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Là, c'est une prise de notes qui a été faite au cours, beaucoup plus traditionnelle. On a moins chipoté dans les notes, mais on utilise le souligné rouge pour mettre en évidence des éléments. On voit bien qu'il y a un effet liste qui apparaît, que la structuration apparaît tout à fait clairement. Le titre du chapitre est noté, la date. Les pages sont numérotées et ça, c'est une prise de notes effective. J'ai repris des vieilles notes d'il y a 20 ans. Moi, étudier là-dedans, ça me convient. C'est extrêmement propre et soigné. Je n'ai pas besoin de réécrire beaucoup plus lisiblement ou de retaper à l'ordinateur. Vous voyez les symboles mathématiques, etc. Alors ici, c'est une autre prise de notes et ça recoupe une question qui a été posée précédemment. Là, le prof, il a proposé des notes relativement élaborées et complètes. Moi, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai rajouté des éléments. Il a donné des exemples qui n'étaient pas dans les notes, ben, je les ai renotés. J'ai pointé des choses importantes. J'ai complété en fait les notes du prof avec des trucs un peu concrets qui font que quand je retravaillerai, je me souviendrai de tout ça. Ça ne veut pas dire que je vais retenir tous les exemples, mais ça veut dire que ça va m'aider à comprendre quand 6 mois plus tard, je vais reprendre les notes. Alors, d'autres notes, vous voyez que l'écriture est encore un petit peu différente. Je mets le signal danger, etc. Je mets des choses en évidence. Et puis aussi, à un moment donné, il y a un passage que j'ai pointé avec un point d'interrogation. Ça veut dire j'ai pas compris. Et quand j'ai pas compris, ça veut dire que je dois demander de l'aide, soit au prof, soit un copain, soit de chercher plus loin, quoi que ce soit. Mais c'est important de pointer les passages qui sont importants, qui sont des exemples, qui sont des éléments pas compris, qui sont en lien avec le bouquin qu'on doit lire, etc., etc. Et alors ici, vous avez un document extrêmement différent. Donc, c'est un schéma relativement élaboré. Je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, mais moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annoté ce schéma pour me souvenir, en fait, des explications, des commentaires que le prof a apportés par rapport à ce document. Donc, vous voyez que ces différents documents, voilà, ce sont des notes personnelles, on a retravaillé ces notes, etc. Mais ça reste quand même propre et soigné et sont des documents dans lesquels on a quand même plaisir à retourner et par rapport auxquels il y a moyen de travailler, me semble-t-il. Alors, si vous voulez, on va commenter trois prises de notes qui ont été faites il y a quelques semaines par 3 étudiants qui ont suivi le même cours à l'université. C'est un cours qui portait sur l'argumentation. Quel commentaire vous voulez faire, par exemple, par rapport à cette prise de notes? Et qu'est-ce que vous feriez, vous, avec cette prise de notes le soir à la maison? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Dites-moi. Personnellement, Oui. Personnellement, j'aurais mis un peu de couleur sur les sous-titres. Oui. Sinon, c'est bien structuré. J'aime bien qu'il y a la date et la numérotation de pages. Oui. Je pense que vraiment, un des gros points forts de cette prise de notes, c'est la structuration qui apparaît extrêmement clairement. Est-ce que des notes structurées, c'est important? Oui, c'est capital. Et effectivement, rajouter de la couleur
On se dit que voilà, c'est pas du luxe. Il y a pas mal d'utilisation de la numérotation, pas mal d'utilisation des symboles mathématiques aussi. Oui, autre commentaire? Bonsoir. Moi, je trouve que personnellement, pour les titres, j'aurais mis peut-être les lettres un peu plus grosses, en fait. Parce que Oui. je vois pas très bien la différence entre le titre du point 1, puis enfin ce qu'il veut dire en dessous en rapport avec le point 1. Moi, je trouve que c'est pas hyper structuré pour moi, en fait, personnellement. Oui, tout à fait et moi, un élément qui m'embête un petit peu, après je n'ai pas donné le cours ou je ne l'ai pas suivi non plus. Moi, je me demande dans quelle mesure l'étudiant, a pris des notes, suffisamment complètes. Je L'argumentation, c'est quelque chose que je connais bien, donc maintenant je connais pas le cours qui a été donné. Je me demande si c'est pas un peu trop résumé, en fait. Exactement, moi, je vois pas très bien les points, en fait, je comprends pas très bien ces différents points. Oui, donc là, j'ai l'impression qu'il y a des points positifs du point de vue de l'utilisation des symboles, page paginée, on met bien les infos importantes, on date, et cetera. Donc il y a de bonnes choses mises en place. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a, trop condensé. À voir. Voilà. Prise de note numéro 2. Là, on a quelque chose quand même de très, très, très différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je comprends rien du tout. Ouais, c'est quasiment des maths, hein. En fait, la question, c'est de se dire: est-ce qu'au départ de ces notes-là, cet étudiant-là, il est capable de se souvenir de ce que le prof a dit? Moi, personnellement, ça ne me suffirait pas. Si ça lui suffit à lui, c'est très bien, mais j'ai l'impression que, c'est vachement, vachement, vachement résumé. Vraiment. Heu, alors, c'est tout bête comme indication aussi. Si vous regardez ouais, heu, c'est très con mais ça a toute son importance. Ici, moi, j'avais pris l'habitude de noter sur des feuilles qui étaient lignées, mais pas quadrillées. Pourquoi? Bah, moi, je faisais des études de romane, donc plutôt littéraire, et cetera. Donc, ici, vous avez en fait ce qu'on voit, ce sont les mots. On voit les mots, on voit les soulignements, et cetera. Mais en fait, toutes les lignes, on ne les voit pas. Et finalement, on s'en fout parce que les lignes, elles permettent de prendre des notes. Mais ici, quand vous regardez, c'est comme si le cerveau était saturé par tous les quadrillés. Et en fait, ces quadrillés, je pense qu'ils sont super utiles quand on a un cours de maths, d'économie, je ne sais pas quoi. Mais là, c'est un cours d'argumentation, je ne suis pas sûre. Et regardez, là, c'est encore plus. Donc une page blanche, c'est pas bien parce que écrire droit, c'est pas toujours génial, mais parfois choisir une page lignée, c'est pas plus mal. Donc ici, la prise de notes, c'est quand même une prise de notes très, très minimale. Donc à voir si l'étudiant est capable de gérer au départ de ça. Et alors, la dernière prise de notes, on ne voit pas extrêmement bien, mais il y a des phénomènes quand même si on ne sait pas forcément lire, il y a des phénomènes qui apparaissent. Qu'en pensez-vous? Je trouve qu'il y a un peu. Je voulais Je trouve dire qu'il y a un- juste que c'est pas très lisible. Sorry. Ouais, c'est écrit il y au a- crayon, oui. il y a un peu un gâchis de place aussi, que tout est écrit fort à droite, et alors qu'il pourrait recentrer à un moment, je Oui, trouve. Même s'il essaye de mettre des idées qui sont comme si c'était des sous-ensembles, à un moment, il se met à écrire sur un quart de page alors qu'il a toute une page. oui. Mais Et ça, tout à fait. Et ça, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver parce que parfois, on a envie de dire aux étudiants, moi, c'est un peu ma tendance de rester fort collé à la marche, mais c'est pas génial parce que du coup, on met pas grand-chose en évidence. Alors le fait d'avoir une idée qui en entraîne une autre, et puis finalement on décale, et finalement on a envie de lui dire attends, pour finir, tu vas écrire dans les 3 derniers carrés. Maintenant, le problème, c'est que parfois,
forcément, enfin, on ne sait pas ce que le prof va dire et donc parfois on n'a pas pris conscience du fait qu'une idée allait être sous-hiérarchisée, puis sous-hiérarchisée et ainsi de suite. Donc là, c'est vrai, on se dit, «Ouh là», alors que parfois la page est saturée et un peu trop, là on se dit: «C'est un peu le défaut inverse», mais parfois c'est a posteriori qu'on se dit, «Ah oui, j'aurais pas dû, quoi». Après, c'est aéré, c'est relativement lisible, me semble-t-il, et c'est bien structuré. D'autres commentaires? Moi, il me semble qu'il pourrait simplement écrire en foncé. Ça ferait déjà plus ressortir les informations qu'il a. Enfin, comme vous l'avez dit, déjà c'est cadré, mais en plus, vu que c'est écrit au crayon, on voit pas grand-chose. Ouais, tout à fait. Alors la question, c'est de se dire pourquoi l'étudiant a écrit au crayon? Bah, peut-être parce que c'est extrêmement léger, c'est plus facile pour lui et cetera. Le crayon, ça peut être dangereux aussi, hein. Parfois, ça s'efface vite, c'est pas, pour fluorer ou quoi, c'est pas toujours génial. Et maintenant, il y a un truc tout bête aussi, mais en fait, moi, j'ai une toute petite main, un tout petit poignet et cetera, et à chaque fois que j'ai acheté un bic, un stylo, qu'on m'en a offert un élément qui était extrêmement important, en fait, c'était le poids du stylo, du bic, tout bêtement. Vous savez, parfois, des bics ou des stylos qui pèsent 1 tonne, mais quand vous accumulez, 8-9 cours d'affilée, ben, les quelques grammes en plus, en fait, vous les sentez vachement passer. Donc, bien choisir à la fois la feuille, le format, la façon de mettre la feuille et aussi les outils qu'on va utiliser, ben, c'est pas des trucs, anecdotiques, en fait. C'est extrêmement important. Voilà, je sais pas si un dernier commentaire par rapport, au document? Moi, je voulais dire que, à contrario, en fait, ici, on repère très bien le titre, le sous-titre, de quoi est-ce qu'on va parler. On voit pertinent en grand, il y a des flèches et tout ça. Moi, ça me parle vachement plus ce genre de prise de notes-là que ce que j'ai vu, les 2 avant, malgré qu'il aurait pu utiliser, on est bien d'accord, toute la page. Mais, je trouve qu'il y a vachement plus de structure, en fait, pour moi personnellement. Oui, et alors moi enfin, j'arrive quand même à lire les infos, j'ai l'impression qu'on est quand même face à une prise de notes extrêmement fidèle et qui reste quand même très proche de ce que le prof a dit. Moi, je pense qu'il y a un travail de synthèse, qui est déjà, conséquent, mais qui n'est pas excessif. Ici, moi, j'ai l'impression d'une matière bien, quand vous voyez ce qui est expliqué sur la modalisation appréciative pragmatique, et cetera, l'autre, il a mis 3 mots. Ici, bah, elle explique quand même bien. Elle définit, et on lit, on se dit, «OK, c'est correct, ça va, j'ai compris». Donc c'est une prise de notes qui paraît quand même relativement, efficace. Et la gestion de la page, moi, ça m'est arrivé de faire ce genre de choses parce qu'on ne sait pas que le prof va emboîter une idée dans une autre, dans une autre, dans une autre, et finalement, ça donne un truc un peu bizarre. Après, l'espace blanc, bah, le soir, ça peut être, sympa de se dire, ben, dans cet espace blanc, je vais faire un encadré avec les 4 mots-clés: modélisation logique, modélisation appréciative, modélisation pragmatique, et cetera. Et moi, le soir, par rapport à ces notes-là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, très clairement, je vais sortir mon fluo, et je vais, fluorer les infos importantes. Voilà. Hem Alors, moi, ce que j'avais envie de faire maintenant avec vous, c'est si vous en êtes d'accord, je vais regarder, ouais, on arrive vraiment au bout. Mais si vous en êtes d'accord, si vous voulez, arrêter le débat provisoirement maintenant, moi, ce que je voulais, c'était vous mettre en situation et en fait, vous passez une conférence qui a été enregistrée, où vous avez d'une part la conférencière qui reste visible et puis, des dias qui vont être projetés, et donc l'idée, c'est que vous preniez note, aussi bien ou que vous le pensez, et puis après, c'est vous qui allez partager vos notes, et donc on pourra, discuter par rapport aux notes que vous avez effectuées, là, juste maintenant. Est-ce que ça vous convient si on fait ça?
Ça va durer combien la conférence? Alors, il est 19h05. Moi, je propose que la conférence, elle dure 6-7 minutes, pas davantage. De toute façon, c'est amplement suffisant par rapport à ce qu'on peut faire. Et puis alors après, ce qui est surtout important, c'est de discuter, de comparer par rapport aux notes. Et puis après, en fait, on clôturera, si vous voulez bien, le cours, pardon, sur un sondage en ligne pour voir si vous avez apprécié l'atelier. Donc la conférence en tant que telle, on va faire en sorte qu'elle ne dure pas très longtemps. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est de vous mettre en situation de travail et de par la suite que vous soyez amenés à comparer, à commenter vos notes. Et ce qui est surtout important, c'est le travail de comparaison. Parce que quand on regarde les notes des copains, on peut se dire tiens, moi, j'y avais pas pensé, tiens, à l'avenir, je ferai comme ça, etc., etc. Est-ce que ça vous convient? Oui. Ok. Oui. Alors, je vais... Voilà. Étaient rendus difficiles ou non selon leur... Bonjour à tous, moi c'est Anne-Sophie Romainville. Alors je ne suis pas professeure à l'UCL, mais par contre j'ai fait une thèse de doctorat à l'UCL. Aujourd'hui je suis formatrice d'enseignants à Galilée, à Schaerbeek, mais je viens vous parler aujourd'hui plutôt des résultats de cette recherche que j'ai menée à l'UCL et qui sans doute va nous intéresser aujourd'hui. Donc j'ai fait une recherche sur les difficultés langagières des élèves issus du milieu populaire, mais au niveau de l'enseignement secondaire. Je pense que ça permettra d'éclairer certaines difficultés face auxquelles se retrouvent les étudiants que nous avons dans l'enseignement supérieur. Je vais donc vous présenter les résultats principaux de ma recherche. Je vous propose de revenir par la suite lors de la discussion sur éventuellement des questions méthodologiques si vous en avez. Pour essayer de comprendre donc, les difficultés langagières de ces élèves, j'ai mobilisé le cadre conceptuel qui a été développé par Bernard Lahire dans les années 90 et qui nous permettait de faire une opposition assez claire et parlante entre deux rapports au langage que l'on peut développer tout au long de sa vie. Et en gros, ce qu'il disait, Bernard Lahire, c'est qu'à l'école, on attend des élèves qu'ils adoptent un rapport au langage qui n'est pas du tout naturel pour l'humain, qui est un rapport analytique, réflexif par rapport à la langue, qu'on appelle rapport scriptural au langage. Et ce rapport au langage, en fait, implique d'avoir une sorte de conscience et de réflexion analytique, c'est un peu redondant, mais donc de réflexion sur le langage qu'on utilise de façon pré-réflexive, de façon naturelle. C'est-à-dire qu'un enfant qui va dire « je veux manger » parle en fait intuitivement sans penser aux mots qu'il utilise, tandis qu'à l'école, on va petit à petit exiger de lui qu'il analyse ce qu'il produit comme langage ou qu'il analyse des textes avec des critères métalinguistiques et métadiscursifs. Alors, pour toute une série de raisons, dans le champ scientifique, certaines questions restaient ouvertes. Il y a notamment le fait qu'on a tendance à dire, dans le champ scientifique, mais surtout dans les discours médiatiques, que ce cadre conceptuel est un petit peu caricatural. Donc, pour toute une série de raisons, je me suis j'ai décidé donc d'analyser ces enjeux-là dans l'enseignement secondaire en Belgique francophone. Et donc, j'ai mené une recherche dans 2 établissements de l'enseignement secondaire. C'est une recherche complètement qualitative qui s'assume comme telle, qui avait pour but d'analyser la façon dont les élèves issus de milieux sociaux contrastés voyaient leur entrée dans les tâches scolaires étaient rendues difficiles ou non selon leur rapport au langage. Alors, au niveau de mes résultats principaux, donc parmi l'échantillon d'élèves que j'avais, j'ai remarqué qu'en fait certaines caractéristiques devenaient assez systématiques et faisaient d'une certaine manière système
des types de profils socio-langagiers. Alors évidemment, cette description de profil socio-langagier, elle n'est pas limitée, elle n'est pas exhaustive, c'est évidemment lié aux élèves que j'ai pu observer. Et je vais vous décrire ici 3 des 4 profils que j'ai mis en lumière, parce que je pense que le 4e profil, qui est un profil particulier chez les élèves issus de milieux sociaux favorisés, est surtout utile pour remarquer, analyser, ce qui permet à certains d'entrer facilement dans les tâches scolaires. Donc on pourra aussi en parler dans la discussion si ça vous intéresse. Alors, au niveau des élèves que j'ai observés, il y avait toute une série d'élèves qui étaient en grande difficulté face aux tâches langagières scolaires. Et donc ceux-là, entre guillemets, pour eux, c'était assez évident d'analyser ce qui se jouait en termes de rapport au langage. Il y avait une tendance à avoir un rapport immédiat, intuitif au langage, même dans les tâches scolaires. Ce sont des élèves qui, en général, par conséquent, un parcours scolaire assez difficile. Donc, en première année du général, ce sont des élèves qui vont avoir des difficultés, qui se retrouvent souvent dans le qualifié en 3e et puis en 5e. Et il s'avère que dans mon échantillon, qui n'est donc pas représentatif, mais c'est une information intéressante quand même, c'était tous des élèves issus de milieux sociaux défavorisés. Alors, ce qui les caractérisait, c'était donc cette tendance à avoir un rapport au langage et au texte de façon non analytique, immédiate, intuitive, ce qui impliquait une confusion entre le monde du texte et le monde réel. Et par ailleurs, ces élèves faisaient preuve d'une difficulté à adopter une posture analytique à l'égard du langage. Alors, ce qui est assez typique chez ces élèves-là, c'est une difficulté notamment à analyser des textes en les considérant comme des univers clos de sens, qui sont autonomes, qui sont à analyser tels quels dans les limites qui sont les leurs. On a cet exemple d'une élève de première année du général qui doit répondre. Voilà, je propose qu'on arrête la vidéo maintenant. Je vais reprendre voilà, mes dias. Alors, ce que je souhaiterais bien évidemment, c'est que des commentaires par rapport à la vidéo, ça va très vite. Hein. D'autres commentaires? C'est vrai que plusieurs fois, j'ai eu du mal à finir mes phrases, parce qu'elle était déjà partie ailleurs. Mais dans l'ensemble, j'ai compris, on a évoqué un seul groupe par rapport aux 3 ou 4 groupes que vous évoquez, mais c'était fluide, c'était bon. Oui, et alors si vous remarquez aussi, donc là c'est la conférence qui a eu lieu pendant une journée scientifique qu'on a organisée l'an dernier, elle parle extrêmement bien, mais malgré tout il y a des moments où elle cherche ses mots, elle hésite, vous avez des E, elle remet ses cheveux, etc. Et en fait, ce sont des traits qui sont caractéristiques du langage oral, mais qui ne sont pas des défauts en tant que tels. En fait, ça fait partie du langage oral et on se dit, heureusement qu'il y a ces caractéristiques-là, parce que sinon, en fait, c'est complètement ingérable de prendre des notes. S'il n'y a pas ces hésitations, ces retours en arrière, ces mouvements de cheveux, etc., elle a un débit qui est quand même vraiment très, très, très rapide, très fort au début, me semble-t-il, et puis un peu moins par la suite. Mais c'est quand même un vrai défi de prendre note. Après, je pense que la prise de notes est quand même soutenue par les dias, qui, je pense, sont très claires et très parlantes. Mais c'est pas évident, oui. Justement, pour moi, le fait qu'elle parle tellement, aussi rapidement, on n'a même pas le temps de passer le regard sur les dias, tellement on est plongé dans nos notes. Moi, j'ai pas vu ce qui était écrit sur les dias. Oui. Et ça, en fait, ça arrive souvent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que quand on a la chance de recevoir les dias avant le cours, évidemment, ce qui est super intéressant, c'est d'imprimer les dias
dans la mesure où c'est possible, et alors de laisser de la place en se disant, du coup, je vais faire des commentaires en regard des DIA. Mais là, la difficulté, c'est que la DIA peut soutenir l'écriture comme elle peut mettre en difficulté. Parce qu'en fait, il faut prendre note, regarder la fille, regarder les DIA. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Voilà. Une autre réaction ? Non. Alors, oui. J'allais dire, je pense que c'est aussi dur parce que c'est, en tout cas pour moi, un champ que je connais vraiment pas du tout. Oui. Donc, tout me paraît neuf et donc je sais pas, j'ai du mal à capter les informations vraiment utiles ou pas. Alors que si ça avait été une discipline où j'ai déjà eu des cours, où j'ai déjà une certaine connaissance, j'aurais pu plus facilement établir des choses que je connaissais déjà ou qui me semblaient évidentes ou des choses comme ça. Oui, alors ça, c'est une excellente remarque et je ne l'ai pas dit précédemment, mais en fait, dans les questions que vous devez vous poser par rapport à votre prise de notes, il y a des questions comme est-ce que le prof parle vite? Est-ce que j'ai des DIA? Est-ce que j'ai un syllabus? Toutes ces questions-là, mais il y a aussi des questions comme est-ce que c'est une matière que je connais? Est-ce que c'est une matière que j'aime bien? Est-ce que j'apprécie le prof, etc., etc. Et en fait, ce que vous dites est extrêmement intéressant parce que si c'est un cours que je ne connais pas, que je n'aime pas, etc., en fait, la prise de notes, elle va être beaucoup plus compliquée pour différentes raisons. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement déterminant. Et on va se dire, ouais, ça n'a rien à voir avec la prise de notes. Non, pas du tout. Ça a tout à voir au contraire. Toutes vos réflexions, cela dit, sont extrêmement riches et intéressantes et pertinentes. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de... Est-ce que vous avez noté de façon manuscrite ou sur votre écran? Comment est-ce que vous avez fait en fait? Via PC. Via PC. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Qui c'est moi? Oui, oui. Est-ce que vous avez la possibilité via Zoom? Je regarde. Je me demande dans quelle mesure c'est autorisé. Interdire les annotations, nanana. Selon mes connaissances, c'est que vous qui pouvez partager. C'est juste la hôte qui peut partager sur le Zoom. D'accord. Alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un mail avec une capture d'écran. Enfin, bref. Maintenant, je pense qu'on a déjà vu pas mal d'éléments, on a déjà discuté de pas mal de choses. Donc, ça aurait été intéressant de montrer ce que vous avez noté en tant que tel. Après, on a déjà fait pas mal de commentaires sur des prises de notes antérieures. On va peut-être s'arrêter là, à ce niveau-là. Avez-vous encore l'un ou l'autre commentaire à faire? Sinon, je vais vous donner l'une ou l'autre information concrète qui pourrait vous être utile et vous demander de compléter le petit sondage en ligne. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à tout ce qui a déjà été dit? Non. Non, ça devrait aller. Ok. Alors, info super importante, si vous ne le savez déjà, donc en fait, en dépit du confinement et des conditions sanitaires, le CPS de Bruxelles avec lequel on collabore, donc l'année dernière, en fait, les ateliers avaient lieu dans les salles d'études du CPS, ce qui était sympa parce que les étudiants étaient en présentiel, enfin voilà. Mais d'après le contexte, et fort heureusement, le CPS a réouvert les salles. Et donc, vous avez ici l'affiche avec les dates, avec les adresses, enfin avec tous les détails concrets. Donc, c'est une chouette opportunité de pouvoir étudier dans des conditions relativement confortables. Donc, si c'est compliqué de travailler de chez vous, sachez qu'il y a cette possibilité. Donc, les salles, enfin moi, je connais l'une ou l'autre, pas forcément les trois, sont extrêmement bien équipées et permettent vraiment de travailler au calme parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour s'assurer que tout va bien. Le CPS de Bruxelles et les autres CPS restent évidemment disponibles si vous avez besoin d'aide
quelle qu'elle soit, et on sait que le contexte est extrêmement difficile pour vous, et on vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage à beaucoup d'égards. Et alors sinon, vous avez aussi d'autres possibilités. Donc j'ai mis dans les DIA différents liens qui vous permettent de voir comment étudier finalement dans des conditions un petit peu plus confortables parfois que chez vous. Alors l'atelier auquel vous avez participé, et je vous en remercie, a été enregistré. Et donc en fait, ce qu'on va faire très, très rapidement, c'est mettre les vidéos en ligne sur le site du pôle académique de Bruxelles. Je n'ai pas expliqué en fait au début ce qu'était le pôle. En fait, le pôle, c'est un organe qui favorise la collaboration entre différents établissements d'enseignement supérieur d'une même zone géographique. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte notamment que l'ULB, l'UC Louvain, Saint-Louis, les hautes écoles, les ESA et la Promsoc collaborent sur différents projets, notamment pour soutenir la réussite des étudiants. Donc nous, on va mettre les vidéos en ligne. Les PowerPoint seront également tout à fait accessibles, et donc vous pourrez en fait assister, vous pourrez consulter les différents DIA, les différents outils qui vous ont été donnés. Donc en fait, moi j'ai mis sur ces DIA-ci mon adresse électronique, mais elle figure partout sur le site du pôle, donc vous n'hésitez certainement pas à m'écrire, et j'essaierai de vous aider dans la mesure du possible. Et pour la suite, j'ai mis des éléments bibliographiques, mais ce n'est pas tellement des références que je vous conseille de lire ou de consulter. Là, c'est plutôt des textes un peu scientifiques sur la prise de notes. C'est pour dire que, voilà, moi, dans mon cours, je me suis appuyée sur ces discours-là. Mais si vous voulez avoir un chouette bouquin, pas trop cher, je pense, avec des outils un peu concrets, le bouquin de Mireille Houard est assez intéressant. Alors, moi, ce que je vais faire, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'atelier, c'est vous faire parvenir le sondage qui permet de voir en fait si vous étiez content de l'atelier, s'il y a des éléments qu'on doit vraiment changer. Et donc, nous, ça nous permet d'évaluer un petit peu la situation et de voir ce qu'on doit ou peut faire pour les ateliers à venir. Voilà, j'ouvre les questions. Donc, a priori, vous pouvez voter directement. Et en tout cas, je vous remercie infiniment et pour votre participation. Les journées sont très longues et très compliquées pour vous. Et voilà, chapeau d'avoir été là 17h30 à 19h30. Et puis en plus, vous avez toujours apporté des commentaires extrêmement pertinents et intéressants. Voilà.